Voilà, les vacances sont finies, mais il fait un temps magnifique pour faire des mathématiques et on va les faire avec Patrick Samalabobi. Alors le développement sera sur la méthode des puissances pour la recherche de valeurs propres. Soit S une matrice symétrique réelle. Qui dit matrice symétrique réelle dit théorème spectral. D'après le théorème spectral, il existe une base orthonormée de vecteurs propres donc ici ce sera E1 à En et ces valeurs propres sont réelles, donc on peut les ordonner en valeur absolue donc voilà ce qu'on sait pour l'instant sur cette matrice symétrique réelle et nous on va poser, on souhaite que la valeur propre lambda 1 soit strictement supérieure à toutes les autres valeurs propres. Donc ici, par décroissance, si elle est strictement supérieure à lambda 2 en valeur absolue, elle l'est pour toutes les autres. Le but, ça va être de chercher justement cette valeur propre maximale. Pour cela, on pose de suite xn et yn alors, donc soit un x0, on va prendre un x0 tel que si on le décompose suivant la base orthonormée, on est cette décomposition-là, et on souhaite un x0 tel que son coefficient par rapport à E1 soit non nul. Donc ça veut dire que si on a la base duel, une base duel de la base duel liée à cette base-là, donc de E1 jusqu'à En étoile, autrement dit, c'est que E1 étoile de x0 soit non nul. Et on définit la suite xn. Donc on va normaliser en fait chacun des termes de la suite xn par une suite yn. Donc ça sera xn sur norme de xn, ça avec donc ça c'est la norme quadratique sur Rn. Voilà. Et les xn, on va venir, donc ça c'est la méthode des puissances justement, on va venir multiplier notre yn successivement par la matrice S. Donc la première chose qu'on va essayer de montrer, c'est on va chercher le terme général de notre suite yn. Alors on va d'abord regarder les premiers termes. On sait que y0 c'est ni plus ni moins que x0 sur la norme de x0. Donc, sur sa norme. Voilà. Le but, ça va être de conjecturer en fait et montrer par la suite, par récurrence, les termes généraux. x1, c'est S de y0. On va distribuer, je vais gagner un petit peu de temps, notre S à cette somme.
Donc ça va nous donner donc ici on retrouve I. Voilà. Or, notre EI est un vecteur propre de S. Donc ça s'écrit également lambda I EI. Et on va venir ici factoriser par lambda 1. Donc j'expliquerai par la suite en quoi c'est intéressant de factoriser par lambda 1. Voilà. Ensuite, ça donne... Là aussi, je vais épargner quelques détails de calcul. On renormalise x1. Là, au dénominateur, ça sera simplifié. On va avoir le lambda 1 qui va sortir de la norme, ce qui va nous donner la valeur absolue de lambda 1. Donc lambda 1 sur valeur absolue de lambda 1, ça va nous donner le signe de lambda 1 fois donc tout ce qui est au numérateur et cette fois-ci on aura la norme au dénominateur de ce qui est au numérateur. Ici, ce qu'on peut commencer à dégager sur Y1, on peut conjecturer et après montrer assez facilement par récurrence que Yn, en fait, à chaque fois qu'on va itérer avec S, ça va nous sortir signe de lambda 1. Donc on va avoir signe de lambda 1 puissance n. De la même manière, S de EI va nous donner lambda I et en factorisant par lambda 1, on va avoir somme des états I, lambda I sur lambda 1, puissance n EI. Et on normalise. Voilà. Donc ça se montre assez facilement par récurrence. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on souhaite étudier la convergence de cette suite-là. Et pour pouvoir s'épargner dans le calcul le signe de lambda 1, on va s'intéresser au terme d'indice pair. Du coup, on va avoir somme des i égale 1 à n des états i lambda i sur lambda 1 de puissance n à... oui, c'est ça. EI sur de n, norme quadratique. Ici, on va regarder la convergence de ce qu'il y a au numérateur. Donc, si on regarde la convergence de ce qu'il y a au numérateur, on sait que pour tout i différent de 1, lambda i sur lambda 1, en valeur absolue, c'est strictement inférieur à 1. Donc ça, c'est ce qu'on a supposé. Voilà. Du coup, ce qu'on peut tirer de ça, c'est que tout ce qu'il y aura dans cette somme, la convergence sera déterminée pour i est égal à 1. Pourquoi? Parce que on va avoir en fait lambda i sur lambda 1 puissance de n qui va tendre vers 0. Donc on va avoir par la même occasion le même raisonnement ici. Donc ici ce qui va rester c'est le terme pour i égale 1, soit état 1 E1. Donc ça c'est la limite de y de n quand n tend vers plus l'infini.
Ici, du coup, si on factorise par... non, il n'y a pas de facteur en fait, c'est juste qu'on aura valeur absolue de état 1. La norme de E1, comme c'est une base orthonormée, elle vaut 1. Donc ici, on se retrouve avec la limite de la suite des y de 2n étant signe de état 1, E1. Donc, on a bien une suite qui tend vers notre vecteur propre à un signe près. Et maintenant, on va essayer de chercher la valeur propre associée à ce vecteur propre-là. Alors, soit phi une forme linéaire telle que phi de E1 soit non nulle. Alors, on va s'intéresser à l'ensemble des x tels que phi de x soit différent de 0. Alors cet ensemble-là, c'est... Donc cet ensemble, c'est le complémentaire de l'hyperplan de phi orthogonal. L'hyperplan phi orthogonal, ça a une structure de fermé. C'est un fermé pour la topologie usuelle sur les espaces vectoriels de dimension finie. Donc, cet ensemble étant son complémentaire, alors c'est un ouvert de Rn. C'est un ouvert de Rn qui contient E1. Parce qu'on a dit qu'on prenait phi de telle sorte à ce que phi ne s'annulait pas en E1. De la même manière, s'il ne s'annule pas en E1, il ne s'annule pas par linéarité en moins E1. Ça veut dire que du coup, E1 ou moins E1 ont un voisinage tel que, donc il existe un voisinage de E1 respectivement moins E1 tel que phi de x est différent de 0 avec x appartenant au voisinage de E1 ou respectivement moins E1. Du coup, on peut définir une suite UN qui est égale à phi de S de Y de N sur phi de Y de N. Et on peut définir cette suite, elle est définie à partir d'un certain rang. Donc, par exemple, grand N. Parce que c'est à partir de ce certain rang, comme notre suite Y de N, elle tend vers E1 ou moins E1, on peut prendre le rang à partir duquel la suite rentre dans le voisinage de E1, de telle sorte à ce que cette suite soit toujours définie à partir de ce rang-là. Une fois qu'on a... Donc maintenant que cette suite est bien définie, or, par continuité de phi, qui est une forme linéaire, et de S, un petit peu par abus de langage, c'est-à-dire pour tout x, la forme qui à x associe Sx, c'est linéaire, donc continu. On a donc U de n, la suite U de n va tendre vers phi de S, signe de état 1, E1, par caractérisation séquentielle de la limite, sur phi de signe
de état 1, E1. Par linéarité, on peut sortir signe de état 1 qui va se simplifier en haut et en bas. S de E1, c'est ni plus ni moins que lambda 1 E1. Donc on va avoir lambda 1 phi de E1 sur phi de E1. Et ça, c'est bien égal à lambda 1. Donc notre suite UN tend bien vers la valeur propre maximale lambda 1. Alors, quelques questions là sur le développement. D'abord, qu'est-ce que tu appelles on souhaite? Parce que tu as souhaité des choses. Est-ce qu'il n'y a pas un mot plus... Donc, plutôt que souhaite, dire qu'on suppose que Oui. on ait une valeur propre strictement maximale. Voilà, c'est pas ce qu'on veut montrer. Plutôt, C'est ici. On ne veut pas montrer oui, ça. On aimerait, si on prend un x0 entre guillemets au hasard, si on a une matrice symétrique réelle, on aimerait. Non, c'est pas on aimerait, c'est on suppose. On suppose. Voilà, on suppose. Et puis là, pareil, c'est pas, c'est, on suppose. Voilà, ce sont des hypothèses. Ce qu'on souhaite généralement en maths, c'est ce qu'on veut montrer. Alors, et cette supposition, au niveau probabiliste, qu'est-ce qu'on peut en dire? Sur cette supposition. La première, oui. Là. Je dirais qu'on devrait avoir plus de chances d'avoir une valeur propre. En fait, on est en train de se demander est-ce qu'on a autant de chances d'avoir deux valeurs propres maximales ou une seule maximale? Oui. Donc a priori, on a plus de chances d'avoir une seule valeur propre maximale plutôt que deux. Oui. A priori, comment on peut dire ça avec la topologie? Est-ce que tu sais une façon de dire ça avec de la topologie? Dire que cet ensemble constitue un ouvert? Oui, ça constitue un ouvert et même il contient, on va dire, il contient un ouvert dense. Il contient un ouvert dense. Il contient un ouvert dense. Ça, c'est quelque chose qui veut dire il y en a beaucoup. Hein, il contient un ouvert dense, là, il y en a beaucoup. Là, on est sûr qu'il y en a plein. Ouvert parce que il contient... bon, on peut supposer qu'on a une espèce de discriminant. Il contient l'ensemble des éléments où toutes les valeurs propres sont distinctes, 2 à 2, donc où le discriminant est non nul. Donc ça, c'est le côté ouvert. Et le côté dense, c'est que le discriminant, s'il est égal à 0, ça va être une hypersurface. Et là, bon, alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, une hypersurface, c'est maigre. Voilà, c'est un ensemble maigre topologiquement. Et là, l'autre, c'est peut-être un peu plus facile de dire des choses dessus, sur l'autre supposition. Bah justement, montrer comme ceci, justement, l'ensemble des x0 tels que... oui. Qu'il soit non nul pour E1 étoile, en fait, c'est que ça constitue le complémentaire de l'hyperplan. Oui. Oui, c'est le complémentaire de l'hyperplan. Oui. C'est complémentaire de cet hyperplan. Voilà, oui, tout à fait. Et donc si... donc ça va être encore une fois... Hein, un ouvert. Un ouvert, dense. Et dense toujours parce que, voilà, comme l'hyperplan, oui... oui, encore une fois, un ouvert dense. Donc, bon, on peut avoir confiance quand même que si on prend des choses un peu au hasard, on va se retrouver dans la bonne situation que tu souhaitais. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de l'existence des termes de la suite? YN oui, et XN. Je n'ai pas précisé, j'en ai parlé là-bas, mais pas ici. Donc, pour que ces termes existent, il faut que on ait toujours au dénominateur
dénominateur non nul. On peut se servir du fait que qu'on ait le état 1 non nul et dire que alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bah là on a une base orthonormée, donc ça peut s'écrire par le théorème de Pythagore. Mais oui, mais c'est le cas général en fait. C'est celui-ci que je dois prouver. Oui. La norme quadratique de ça. On voit là la vidéo? Oui. Je vais me rapprocher. La norme quadratique, c'est la somme, c'est racine de la somme des i égale 1 à n des états i carré lambda i sur lambda 1 carré. Ouais, donc c'est non nul. Ça c'est non nul parce que de toute façon voilà. Je peux ignorer par... Alors du coup ça me donne envie de poser la question suivante. Si on n'avait pas pris la norme quadratique, ça aurait marché quand même. Pourquoi? Sans Pythagore. Par inégalité triangulaire de la norme. Ah, l'inégalité, elle nous donne dans l'autre sens. C'est pas l'inégalité triangulaire, c'est une autre des propriétés de la norme. Oui, elle est définie. Enfin, là, c'est un vecteur non nul. Voilà. Donc, et pourquoi il est non nul? Parce que j'ai au moins état 1. Voilà. Oui. Et lambda 1? Et lambda 1 sur... Non. Ah oui, parce que le terme en E1, c'est état 1. Oui. Et là, lambda 1 aussi, on se sert du fait qu'il est non nul. Bon, bah donc, tout va bien. Donc, notre suite, elle marche bien. Ok, et on trouve ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais on n'a pas de chance et que x0, le x0 qu'on a choisi comme ça au hasard pour calculer notre valeur propre, si jamais x0 était tel que E1 étoile x0 égale 0. Alors là, bon, c'est vraiment pas de chance, mais qu'est-ce qui se passerait? Si... bon, déjà, c'est pas compliqué de prendre un x0 non nul. Ça voudrait dire que si état 1 est nul, on aura un autre état i non nul en tout cas, si c'est pas état 1. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on risque de converger vers un autre vecteur propre en fait de ma base. Et dans ce cas-là, en fait, on ne peut pas avoir de garantie que ce vecteur propre soit celui dont la valeur propre est maximale. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que comme on est dans un ouvert dense pour l'ensemble des x0 dont le état 1 est non nul, a priori, les probabilités sont en notre faveur. Donc il faudrait prendre plusieurs x0, rechercher les valeurs propres, les faire converger. Par exemple, je ne sais pas, calculer les 20 premiers termes et comparer les valeurs propres et prendre celle dont la valeur propre serait la plus grande. Impeccable. Bon, alors très bien. Donc maintenant, bon, on a vu un petit peu toutes les composantes du développement, là, qui est bien. Mais maintenant, alors on va dire qu'on a une première valeur propre. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir, selon des hypothèses qui sont à définir, est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième valeur propre? Alors ça, c'est justement la méthode de déflation. Je peux effacer? Oui. C'est la méthode de déflation qui va nous permettre de trouver cette deuxième valeur propre, à condition qu'elle aussi soit strictement maximale par rapport aux valeurs propres suivantes. Donc ça veut dire que si on a lambda 1 strictement supérieur à lambda 2, strictement elle-même supérieure en valeur absolue à lambda 3, et là peu importe que l'inégalité soit stricte ou non,
si on connaît lambda 1 et E1, dans ce cas-là, on pose T. Alors j'expliquerai pourquoi le 2. En fait, on va retirer à notre matrice S lambda 1, E1, E1 transposé. En procédant comme ça, on va quelque part réduire à 0 pour T2, on va réduire à 0 la valeur propre associée au vecteur propre E1. Déjà, c'est assez rapide de voir que c'est une matrice symétrique. Dans la transposée, on la met à gauche généralement. Moi, je sais pas. Hein. Oui, donc on suppose E1, il est vu comme un vecteur colonne. C'est ça, oui. D'accord. Et E1 transposé, c'est un vecteur ligne. Donc quand on multiplie, oui, donc on peut démontrer. Si oui. Le principe, c'est ça. Ouais, d'accord. Voilà. Et en fait, par linéarité de la transposée de S, S est symétrique réel, donc c'est S. Et ici, on a lambda 1 transposé de E1, E1 transposé. Et dans ce cas-là, on a S moins lambda 1, E1 transposé, on retrouve E1 et E1 transposé, qui est en fait T2. Donc là, on a l'aspect symétrique et réel, parce que de toute façon, là, tous leurs coefficients sont réels, de T2. Donc, T2, par la même occasion d'après, le théorème spectral est diagonalisable sur une base orthonormée. Et en fait, ce qui est pratique avec le fait de poser T2 ainsi, c'est que la base orthonormée de S de vecteur propre est aussi une base de vecteur propre de T2. Donc ça, si on prend un I quelconque dans 1L, pardon, et qu'on calcule T2 EI, on va avoir S, je vais l'écrire, SEI moins lambda 1 E1, E1 transposé EI. Ça, on retombe sur lambda I, EI, parce qu'on se sert en fait du fait que ce soit un vecteur propre de S. Et ici, on retombe en fait sur le produit scalaire usuel sur Rn. Donc c'est E1, EI. Voilà. Et c'est là en fait que c'est intéressant d'avoir une matrice symétrique réelle, c'est que on a décomposé sur une base orthonormée, et ça c'est Kronecker de 1i. Du coup, si i est différent de 1, alors T2 EI, ça va valoir 0, donc on a lambda i EI. Donc là, on retrouve bien le fait que nos EI avec i différent de 1 sont des vecteurs propres de T2, avec la même valeur propre qu'il y avait pour S pour EI. Et sinon, T2 E1, et c'est ça qui est intéressant en fait en retirant lambda 1 E1 E1 transposé, c'est que ici on va avoir 1 et là ça va s'annuler. Donc lambda I EI étant lambda 1 E1 pour I égale 1, et donc là ça va s'annuler. Du coup, on retrouve donc la base de vecteurs propres E1 à En, orthonormée, et la différence avec S, c'est que cette fois-ci, donc on a les mêmes valeurs propres partout, lambda I, sauf pour E1 qui aura la valeur propre 0. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, la valeur propre dont la valeur absolue de la valeur propre dont la valeur absolue est maximale, ce sera lambda 2.
Et on n'a plus qu'à réutiliser la méthode des puissances sur T2 pour cette fois-ci tendre vers le vecteur propre, mais cette fois-ci de la valeur propre lambda 2. Très bien. Ok, et alors, donc ça appelle déjà une première question. Alors, une question de jury déjà. Tu as montré que la matrice T de 2 était symétrique. Et ensuite, tu as montré que la matrice T de 2 était diagonalisable à valeur propre réelle en base orthonormée. Oui. Mais est-ce qu'on avait besoin de montrer qu'elle est symétrique alors? Est-ce que c'est pas clair qu'elle est symétrique? Si, c'est clair qu'elle est symétrique. Pourquoi une matrice qui vérifie la deuxième propriété est symétrique systématiquement? Bah, c'est le théorème spectral est une équivalence. Oui. Donc si... Oui, oui. Bah, c'est une équivalence. Voilà. Donc en fait, la partie droite de la Oui, colonne oui. de droite Elle impliquait se la suffisait. colonne, elle Oui, se suffisait elle se suffisait. en elle-même. D'accord, oui, oui, très bien. Et puis, bon, une autre question, c'est qu'à la première étape, donc l'étape ce que tu as fait en développement, on n'avait pas tout à fait lambda 1, ni E1, mais une approximation de lambda 1 et de E1. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, c'est une question un peu difficile quand même, mais qu'est-ce qui nous permet de dire que le lambda 2 qu'on va trouver, à partir d'une approximation de lambda 1 et de 1, est une bonne approximation de lambda 2 qu'on cherche? Oui, parce que l'idée, c'est... En fait, cette hypothèse, elle est très forte. L'idée, ça serait... pardon, celle-ci, elle est très forte. De connaître lambda 1 et E1. Oui. L'idée, ça serait... Parce qu'on connaît en fait une approximation de lambda 1. Une approximation, voilà, donc on de peut, lambda voilà. 1, E1. Ça voudrait dire que ici, dans T2, on n'enlèverait pas lambda 1, E1, E1 transposé, mais l'approximation, quoi. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Et la question, c'est est-ce que le fait de prendre une approximation de lambda 1 et de E1, est-ce que ça nous garantit d'avoir une approximation, une bonne approximation de lambda, de lambda 2 et 2. de E2? Ouais. Comment ça peut se dire topologiquement, quoi, en termes de topologie? Je saurais pas dire. J'ai envie de dire... non, je saurais pas dire. Ben, disons que à une matrice symétrique, on peut lui associer sa plus grande valeur propre. Ouais. D'accord? Bon, alors on va dire, c'est le rayon spectral. Ouais. D'accord? C'est le rayon spectral. Bon, si c'est la plus grande valeur propre en valeur absolue. D'accord? Donc ça, c'est son rayon spectral. Qu'est-ce qu'on attend finalement en disant, lorsque je me rapproche de S, alors mon rayon spectral va se rapprocher de ρ de S. Qu'est-ce qu'on attend un petit peu? Un argument de continuité. Un argument de continuité. Et pourquoi le rayon spectral serait quelque chose de continu? Ouh. Courbe ton enthousiasme. Pourquoi l'application qui a une matrice associe son rayon spectral Ouais. est-elle continue? Ouais. Le rayon spectral, ne serait-ce, rayon spectral, ben, en fait, le rayon spectral, il se trouve que sur les matrices symétriques, hein, c'est une norme. C'est une norme. Ouais. Qui est continue, du coup. Donc c'est la norme subordonnée à la norme 2. Oui, bien sûr. Hein? Et alors pourquoi une norme est continue? Tu peux me dire quel est le théorème pourquoi une norme c'est toujours continu? Une norme c'est toujours continu.
Une norme, c'est toujours continu. En dimension finie. Hein. Par équivalence des normes. Oui, par équivalence des normes. Oui, on peut dire. Et j'imagine qu'on peut Par montrer équivalence qu'une des normes. Des normes est Lipschitzienne. Oui, grâce à l'inégalité. L'inégalité triangulaire. Voilà, comme ça on revient sur l'inégalité triangulaire. Voilà, et on finit en beauté. Mais non, mais ça c'était. Mais oui, ça c'est ça, c'est ça. Je sais le montrer en plus.